Si les fondateurs de l'aéroclub du Touquet, créé en 1933, n'avaient pas été têtus, obstinés, visionnaires et touquetois dans l'âme, il n'y aurait jamais eu d'aérodrome international au Touquet Paris-Plage. À partir des années 20, le Touquet a connu un essor considérable. Terriblement à la mode, la station attirait aussi bien les Anglais et leurs têtes couronnées que les grands de ce monde, qu'ils soient princes, politiques, maharajas, stars de cinéma, lords, généraux, millionnaires, débutants ou industriels. Et pour recevoir tout ce beau monde, des hôtels comme le Royal Picardie, l'Ermitage ou le Westminster étaient des havres de luxe et de confort. Les Zoya des Dunes voyaient chaque saison naître des dizaines de villas, tandis que le Casino de la Forêt, dopé par tous ses hôtes de marque, devenait un des plus riches de France. Le vrai chic consistait à venir en avion, avec le sien comme le Prince de Galles, ou avec celui d'Air Union ou des Imperial Airways, dont les lignes régulières reliaient Londres au Touquet. Enfin presque, car toutes ces machines atterrissaient en fait à Berck-Merlimont. La mode était au week-end aérien. On décollait de la plage, on se posait sur les greens du golf, on inventait même un nouveau jeu d'adresse, le putting competition, ou le golf en avion. Les aérogolfeurs arrivaient en rase-motte, moteur au ralenti, à quelques mètres au-dessus d'un trou dans lequel ils devaient laisser tomber une balle de golf. Exaltant, n'est-ce pas? L'aéroclub est né en 1933, mais les élus parlaient déjà de construire un aéroport en 1922, refusant de participer à l'aménagement de celui de Berck. La polémique avec les Berquois et les pouvoirs publics va durer 9 ans. Et l'enjeu est évidemment d'importance. Il y a plus de 1000 atterrissages en 1930. Et puis les Imperial Airways se plaignent. Le terrain de Berck est trop petit, mal équipé, et surtout, son sol est dangereux pour les gros avions. La Chambre de commerce de Boulogne donne toutefois un avis défavorable au projet touquetois. On abandonne l'idée d'un terrain à Cuques lorsque le Touquet Syndicate accepte de vendre la ferme du Pré-Catelan au bord de la Canche, à laquelle vient s'ajouter une partie de l'hippodrome offert par la Société des grands établissements. Alors tout aurait pu aller très vite, mais la ferme et les champs sont loués à un fermier intransigeant qui refuse de bouger ses vaches. Il faut attendre 2 ans l'expiration du bail. Les travaux débutent en février 1936. Commence alors une course contre la montre. Tout doit être terminé avant la saison d'été, car on a déjà fixé la date de l'inauguration et prévu des fêtes grandioses, comme il se doit, au Touquet tout au moins. Installé sur 60 hectares, le terrain ne comporte pas de piste en dur. Ces dimensions permettent d'offrir aux pilotes des lignes d'envol de 1000 mètres par vent de nord-ouest, 800 mètres par vent de sud et 800 mètres par vent ouest et sud-ouest. Quant à l'aérogare qu'on appelle le Clubhouse, il a été construit en 3 mois et demi par des entrepreneurs locaux. Le plan général du bâtiment est en dû au dessin de l'architecte Louis Quettelard, qui montre là, avec talent, un genre bien différent de celui qui a fait sa réputation, car il est alors plus connu par l'inépuisable imagination qu'il met au service des villas qu'il conçoit. C'est un club à l'origine, n'est-ce pas? C'est un club qui comportait un club privé et s'appuyant sur une municipalité. De cet aéroclub qui comportait en partie centrale une entrée avec tous les comptoirs de compagnie où on pouvait prendre son billet, etc. Il y avait sur la gauche une partie qui correspondait à l'aéroclub et sur la droite le restaurant L'Escale qui, dès l'origine, était le restaurant. Enfin, tout est prêt pour le jour J. L'aéroclub a fixé le programme. Les invitations sont parties. La fête aura lieu les 3, 4 et 5 juillet 1936. Et quelle fête! Elle doit être somptueuse. Les as de la voltige sont au programme. Détroya, Cavalli, la patrouille acrobatique des Tempes, l'autogire de la Cierva pilotée par le Preux, et Suzette O'Neill, la première infirmière parachutiste. Le chef pilote de l'aéroclub de Berck, qui s'appelait MacLeod, était venu avec un biplan pour essayer la piste. Et il nous a proposé à mon père et à moi de nous emmener faire un tour en avion. Ce qui fait que j'étais dans l'avion qui a décollé le premier de la piste du terrain du Touquet. Hélas, le vendredi 3 juillet, tout le monde s'inquiète. La météo est catastrophique. Gros nuages, plafond bas, bruine. Mais il y a un dieu pour les aviateurs et l'aéroport du Touquet était bien né. Le samedi midi, il faisait grand soleil. Monsieur le ministre de l'Air pouvait officiellement inaugurer. 276 appareils allaient se poser sur le terrain, dont 183 en 180 minutes le samedi matin, en un sublime ballet d'ailes et d'hélices, sans qu'il y ait le moindre problème. Ça donnait une impression extraordinaire et surtout il y avait un accueil qui avait été réservé à tout ce monde qui venait d'Angleterre, de Hollande, de Belgique, des Français aussi beaucoup. Mais ça avait été un lancement extraordinairement réussi. L'invitation avait été très large
on invitait gracieusement les participants à 2 jours de festivités dans le Touquet. Et la ville, le casino aussi avait été participant au maximum. Il faut avouer que la clientèle qui venait par avion, c'était en général des clients potentiels pour le casino. Et le casino avait envoyé tout son personnel bilingue. La ville du Touquet, le personnel était aux ordres de l'aéroport. Tout le monde a travaillé. Pendant ces journées-là, tout a été axé sur l'aéroport. Une auto-chenille transporte les passagers jusqu'à l'aérogare pour leur éviter de se mouiller les pieds, car le terrain est détrempé de la veille. Et parmi eux, des vedettes de l'aviation comme le capitaine Perceval, Jim et Amy Mollison, René Fonck, l'as de la guerre aux 75 victoires, un équipage de Budapest, Marcel Doré, la duchesse de Bedford, le comte de Clermont-Tonnerre. Blériot s'était décommandé et Lindbergh était passé quelques mois plus tôt. Le banquet au Royal Picardie, le plus bel hôtel du monde, avec une salle à manger vaste comme une cathédrale, allait accueillir 600 convives pour le déjeuner. Le lendemain, pour suivre ce premier meeting au Touquet, des milliers de spectateurs se pressent dans les tribunes. Les terrasses du clubhouse et les enceintes réservées sont bondées. Le quai, le pont d'Étaples, la route de Cagnier, les collines de Lefaux sont noires de spectateurs. Les as de la voltige peuvent entrer en ciel. Et lors de cette journée qui reste dans le souvenir comme une étincelante réussite, n'est-ce pas Michel Destroyat qui ouvrit le bal céleste par une splendide démonstration d'adresse et d'audace? L'aviation possède au Touquet une place de choix. J'y étais. Mais le plus impressionnant, c'était certainement Destroyat qui démontrait vraiment, c'était un garçon qui avait vraiment le sens de l'aéronautique. Je lui ai vu faire des choses, par exemple, sur le terrain d'Orly, à l'époque, il n'était qu'un gazon, où il a dit au garçon du bar, mettez votre serviette sur le sol. Il a volé, puis il avait mis une petite baguette. Et avec l'aide de l'avion, il a soulevé la serviette. Pendant toute la saison, une des promenades favorites des estivants est de se rendre à l'aéroport pour assister aux arrivées et au départ des avions. Les plus petits monoplaces aux énormes Héraclès des Imperial Airways, qui amènent de Londres, dans le plus grand luxe, quotidiennement, en 1h15 et pour 5 livres 15 shillings aller-retour, toutes les célébrités de l'époque. On les regarde arriver de la terrasse de l'aérogare ou bien de celle de l'Escale, qui ouvre sur le taxiway et où l'ancien chef de l'Ermitage officie. Le Touquet est plus que jamais l'endroit où il faut être vu. La saison y est le prolongement naturel des mondanités londoniennes. Ils ont à peine sauté de la carlingue qu'ils accourent au golf, se font brûler la peau sur la plage, prennent le thé aux Normandies, échangent des balles au tennis ou suivent les drags dans les dunes, à moins qu'ils ne préfèrent le polo. Puis c'est l'heure des parties, et après avoir dîné et dansé au Royal Picardie, ils passeront la nuit à jouer au casino de la Forêt. Peut-être y a-t-il vraiment des bulles de champagne dans l'air du Touquet, comme le suggère un des chroniqueurs de l'époque. En tout cas, le succès est au rendez-vous et le bilan de la première année est prometteur. 2404 avions, 6372 passagers. En 1937, le trafic a doublé. 4778 appareils, 13 600 passagers et pas un seul incident. L'activité aérienne fait une place chaque jour plus importante au trafic commercial. Outre les Imperial Airways et leur liaison Le Touquet-Londres, Air France ouvre une ligne Paris-Le Touquet-Londres et KLM une liaison Le Touquet-Amsterdam, sans compter de nombreux avions-taxis qui fréquentent l'aérodrome, auquel Maurice Sénéchal, le directeur, donne l'ambiance chaleureuse et sympathique d'une grande famille. L'Aéroclub de France ne s'y trompe pas et décerne à l'aéroport du Touquet la coupe du meilleur accueil. D'ailleurs, le Touquet, les dunes et la plage ont toujours été une terre d'accueil pour l'aviation. En 1907, Gabriel Voisin, Léon Delagrange, Henri Farman et Colliex se jettent des dunes en planeur. Colliex reste plus d'une minute en l'air. En 1908, le journal Paris-Plage voit dans un avenir proche la création d'un grand centre d'aviation. Les dunes formant, dit-il, un sol si propicement matelassé de sable par la nature pour amortir les chutes encore inévitables. Le dimanche 10 juillet 1910 est un grand jour. Le journal local titre en première page « Pour la première fois, un aéroplane a évolué au-dessus de Paris-Plage ». Il s'agit du biplan des frères Caudron, piloté par René, qui se pose et repart à 6 reprises devant 500 personnes ébahies. Il ne passera officiellement son brevet de pilote que le 8 août.
Malgré des milliers de spectateurs enthousiastes, l'aviation et ses pionniers ne plaît pas à tout le monde et on peut lire dans Le Matin « On doit interdire aux machines volantes de survoler les plages, que messieurs les aviateurs se cassent la figure tout seuls. Ils n'y manqueront pas, la guerre de 14 va inventer les premières batailles aériennes. » Après les Français, dont un des appelés s'appelle Charles Trenet, et les Anglais, dont presque tous les avions seront détruits au sol, les pilotes, eux, sont indemnes, ils étaient à l'Algisbar, la Luftwaffe et ses Messerschmitt 109 occupent l'aéroport. Ils construisent aussitôt une piste en dur, assez sommaire, le long de la Canche. L'état-major de l'escadre des As de Pique, où évolue Molders et le général Galland, s'est installé au chalet du Bois, la propriété de Lord Dudley, un ami du prince de Galles. Début septembre, ils reçoivent la visite du maréchal Göring, juste avant le déclenchement du Blitz sur Londres. La RAF bombarde systématiquement l'aéroport pendant toute l'année 1941. En mars 1942, la Luftwaffe abandonne le terrain, trop exposé au feu des Alliés. Le Touquet est libéré sans combat le 4 septembre 1944 par les Canadiens. Quelques jours plus tard, Maurice Sénéchal se rend à l'aéroport. Impossible d'y rien reconnaître. L'aérogare est complètement entouré d'un mur de béton collé tout contre la façade. À l'intérieur, c'est donc l'obscurité ou presque. Plus de halls, plus de bars. Tous les murs intérieurs ont été abattus et un peu partout des caisses et des caisses de mines et d'explosifs. Le Touquet a été baptisé la ville la plus minée de France. Plusieurs milliers d'engins seront enlevés des pistes de l'aéroport. Le premier avion civil à se poser sera celui de Raymond Fleury en 1945. L'avion, c'était un Caudron-Phalène, 4 places, moteur 120 chevaux. C'est un avion qui avait été utilisé comme avion de liaison dans l'armée de l'air avant-guerre. Et Général Villemain l'a beaucoup employé lorsqu'il était en Afrique. Et il mettait sa famille, tout ça, c'était quelque chose d'ailleurs très étonnant. L'aéroport rouvre officiellement le 14 juillet 1946. Mais le point de départ de la grande époque sera 1949 avec l'arrivée de l'Air Commodore Powell et de sa compagnie, la Silver City. Powell a l'idée d'utiliser des Bristol, ancien avion de débarquement, pour faire traverser le Channel aux voitures. Le nez de l'appareil s'ouvre et permet de charger 3 voitures, alors qu'une cabine offre 14 places aux passagers. Le vol Le Touquet libre prend 20 minutes, coûte 16 livres par voiture, 3 livres par moto et 2 livres par passager. Capitaine Hopkins, qu'on appelle Hoppy, c'était un pilote extraordinaire. Il a volé n'importe quel temps. Il a été les premiers commandants à atterrir avec l'avion ici au Touquet. Le succès est immédiat. 34 000 passagers auront utilisé l'aéroport du Touquet en 1950. Morton Air Service et Air Cruise offrent aussi des vols quotidiens le Touquet-Croydon à une clientèle chic et internationale. Errol Flynn, Martin Carroll, Elizabeth Taylor sont parmi les habitués de la ligne. Peter Townsend aussi, qui est traqué par la presse pour sa liaison avec une Altesse royale. Et alors on a eu un afflux terrible de journalistes. C'était sympa parce que des événements comme ça, on peut les filmer, hein, c'est pas des... Et il était débordé, ce garçon, qui était très gentil, parlait très bien français. Et j'ai dû le camoufler, si je veux dire, dans le bureau, pour à la dernière minute le mettre dans l'avion. Hein. En plus de tous ces passagers de marque, le fret est une activité en pleine expansion et les avions de la Silver City, aménagés en cargo, transportaient aussi bien des centaines de moutons que des cygnes, les Bristol des 24 heures du Mans ou la voiture de la Reine. Moi qui étais en tenue, j'ai dû mettre les gants blancs pour pouvoir la descendre. Il existait sur cette voiture, sur cette Rolls, des énormes cache-roues qu'il fallait remonter parce qu'à l'intérieur des avions, c'était chaîné en croix et amarré au sol, au plancher de l'avion. Alors quand la voiture était descendue, il fallait donc remonter, ces cache-roues pour la rendre, disons, à l'état naturel, quoi. Quand la Silver City fête ses 10 ans, en baptisant un de ses avions 14 juillet, l'aéroport du Touquet est classé au 3e rang national, derrière Paris et Marseille. Son restaurant, l'Escale, occupe maintenant tout le bas de l'ancienne aérogare, avec la brasserie et le bar constitués d'une aile d'avion
et d'un train d'atterrissage. J'ai un souvenir très précis, c'est d'avoir passé pratiquement toute une après-midi avec Kurt Jurgens, qui était dans la salle d'attente de l'aéroport du Touquet, parce qu'il attendait pour repartir vers l'Angleterre. Les avions n'arrivaient pas à atterrir et ne pouvaient pas non plus décoller. Donc nous avions le privilège à ce moment-là, puisqu'en fait il n'y avait pas de trafic, donc les hôtesses, nous étions en chômage technique en quelque sorte, donc d'encadrer ces passagers, de les accompagner vers l'escale pour leur offrir un café. La lune de miel avec les Anglais se traduit par un meeting monstre organisé par les armées françaises et britanniques avec des paras écossais. Le 24 septembre 1959, Christian Lejeune, directeur de l'aéroport, accueille le général de Gaulle, président de la République. Il y avait une foule immense, nombreuse, même dehors et tout, c'est incroyable. Il est arrivé et il est passé par la petite porte là, pas loin du bureau pour essayer de ne pas le mettre dans le hall, surtout. Alors il a monté dans sa voiture, puis il a fait 5 mètres. Puis il s'est arrêté pour aller saluer la foule. C'est en 1961 que la Société d'économie mixte de l'aéroport du Touquet, la CEMAT, a pris la suite de l'Aéroclub. Elle gère l'aéroport dont la piste allemande est allongée jusqu'à 1800 mètres et est renforcée pour permettre aux quadrimoteurs de se poser. Quant à l'aérogare, il change de style et s'agrandit sous les plans des architectes Kepler. On a dû construire de nouveaux bâtiments et parallèlement, la tour de contrôle a été construite à part également. Elle s'est aussi développée en fonction des techniques de l'époque. La partie hangar s'est également développée, enfin tout ceci est en constante évolution. Fin mai 1963 est inaugurée la ligne de chemin de fer qui aboutit à l'aéroport et permet de mettre en service la liaison Flèche d'Argent. Elle relie Paris à Londres via le Touquet et Gatwick grâce à l'association de la SNCF et des compagnies Air Transport et British United Airways. L'aéroport du Touquet s'était enrichi d'un train se promenant sur ses pistes car l'autorail débarquait ses passagers au pied de la tour de contrôle. C'est un trafic qui a marché assez longtemps et qui était pratique puisque ça nous donnait également un autorail direct avec Paris. C'était ça un des avantages de l'aéroport à l'époque. Le 3 mai 1981, un événement va bouleverser pendant quelques heures la vie de l'aéroport et attirer tous les médias au Touquet. Les hommes du groupement d'intervention de la gendarmerie ont pris position en passant par derrière les pistes autour du Boeing 737 vert et blanc d'Aer Lingus, ce qui semble donc rapprocher l'échéance de l'intervention. Le Touquet, Jean-Claude Jens, Europe 1. Les fêtes aériennes, depuis celle de l'inauguration de 1936, ont été nombreuses sur l'aéroport du Touquet et les spectateurs fidèles et passionnés. Les aviateurs ont toujours aimé ce terrain. 1200 avions s'étaient posés dans les semaines qui ont suivi son ouverture. Et 50 ans plus tard, en 1985, la patrouille de France, les Airbus et l'armée sont aussi venus lui rendre hommage, ainsi que de nombreux avions privés. En 1992 allaient y atterrir 3 Ilyushin russes, quadri-réacteurs, capables d'emporter 40 000 kg de fret. Ce jour-là, ils amenaient dans leur soute tout l'équipement et les chevaux pour une reconstitution de bataille napoléonienne. En janvier 1995, l'aéronaval s'installait sur l'aéroport avec un hélicoptère Dauphin équipé tout temps, de jour comme de nuit. Appartenant à la flottille du 35F, basée à Brest, 2 équipes de 6 hommes se relaient tous les 15 jours. Ils sont en alerte 24 heures sur 24 et ont pour mission le sauvetage en mer et la lutte contre la pollution de la frontière belge au port du Havre. Ils ont fait 68 missions en 95 et rescapé 25 personnes. Aujourd'hui, la compagnie Love Air a un service régulier avec l'Angleterre et de nombreux avions d'affaires utilisent l'aéroport. Et si l'Aéroclub ne gère plus les installations depuis 1961, son accueil est toujours aussi familial et on y apprend à voler avec bonne humeur et talent. Sachant qu'elle venait de l'aéroport du Touquet, il faut être objectif, il sera différent de son passé, on a pu le voir, un passé fastueux. Je crois que maintenant il faut s'orienter vers une autre phase de l'aviation et il faut tout faire pour pouvoir eh bien, maintenir cet aéroport en état et permettre à un maximum de pouvoir en profiter. Le 7 juillet 1996,
l'aéroport fêtera ses 60 ans. L'histoire d'amour entre l'aviation et le Touquet est née dans les dunes de Paris-Plage. Elle s'est cristallisée dans la fièvre des années 30, elle s'est épanouie après-guerre, mais la passion est toujours là, aussi présente que par le passé, et c'est encore la fête qui va faire de cet anniversaire la plus belle marque d'amour du Touquet pour son aéroport.